Bonjour, je m'appelle Samuel, et c'est un cours spécial de chimie, où j'ai essayé d'expliquer toute l'essence de la chimie inorganique de la manière la plus accessible, facile et non forcée. Avec des graphiques simples mais très visuels. Tout l'accent est mis sur la simple vision des processus de la chimie comme dans les films, comme dans la vie, de vos propres yeux. Et ne pas mémoriser certaines formules, ne pas charger votre mémoire avec beaucoup de choses inutiles. Ayant regardé ce cours sans aucun stress, j'espère qu'il n'y aura pas de problème particulier à l'école pour étudier la chimie. Et donc, étonnamment, dans la nature. Tout, que ce soit une pierre, de l'eau, un oiseau, une personne, est comme fait du même matériau, disons, de la pâte à modeler. Et cette pâte à modeler, en chimie est électrons, protons et neutrons. Et plus loin. Quand ce papillon est assis sur un pissenlit, il n'a aucune idée qu'il est assis sur une boule gonflée, presque vide, tout comme nous. Nous nous tenons sur notre globe, et il nous semble que nous nous tenons sur une substance absolument solide et non vide, que ce soit de l'asphalte, de l'herbe, etc. Si une certaine force pouvait tout cela en molécules, ou plutôt se décomposer proprement en noyaux, alors le globe entier rentrerait dans un dé à coudre, c'est à quel point nous sommes gonflés. Et donc, toutes les substances sont composées de molécules qui, à leur tour, sont constituées d'atomes. Voici comment ils regardent au microscope. Pour une compréhension claire de la molécule, imaginons d'abord au sens figuré quel type de molécule, gâteau. Et disons qu'en cuisine il se compose d'une recette, 5 raisins secs, 200 particules de mélange de biscuits et 2 graines d'amande. Tout en haut, il est écrit, à l'image de réaction chimique. Comme un cuisinier prend 5 raisins secs, 200 particules de mélange de biscuits, et 2 graines d'amande, mélange etc. et reçoit molécules de petits gâteaux. Ce processus de formation de molécules en chimie s'appelle une réaction chimique et s'écrit au bas de la figure. Eh bien maintenant nous voyons clairement la différence entre une molécule et un atome. Un atome est indivisible et une molécule est obtenue à partir d'une combinaison d'atomes. Que ce soit pour le moment. Et l'atome en chimie aussi. Considéré comme indivisible et, pour ainsi dire, représente le plus petit spécimen de son espèce. Comme tout dans notre monde, un atome est constitué d'électrons, de protons et de neutrons. Plutôt d'un certain nombre d'électrons, de protons et de neutrons. C'est le nombre d'électrons ou de protons, et ils dans un atome sont toujours égaux les uns aux autres. Et détermine de quel type d'élément il s'agit, c'est-à-dire un atome, disons que c'est un atome d'hydrogène, d'oxygène, de fer ou autre chose. Et alors essayons de comprendre clairement la structure de l'atome, regardons le pissenlit familier. Son volume est concentré au centre. Nous l'appellerons conditionnellement le noyau, et à une assez grande distance du noyau son blanc, très petit. Et des particules légères qui forment, pour ainsi dire, une surface sphérique blanche qui détermine la taille de ce pissenlit. Regardons maintenant le diagramme d'un atome réel. À l'image et à la ressemblance d'un pissenlit, cet atome est composé d'un noyau. Où se trouvent les protons et les neutrons, et si nous comparons avec la taille du noyau, alors à une très grande distance du noyau, il y a des électrons. Ils sont schématiquement plus proches dans les figures, car tout en conservant les proportions, ils sortiraient des cadres. Contrairement aux particules de pissenlit blanc.
Les électrons tournent autour du noyau. L'image de droite montre comment l'un de ces électrons tourne. Ainsi, avec d'autres électrons, déterminer la taille de l'atome. C'est plus clairement montré ici. Comment les électrons tournent autour du noyau. Maintenant plus en détail. Au centre de l'atome se trouve le noyau, constitué de protons, indiqués schématiquement par des boules noires, et neutrons, boules légères. Ils sont très proches les uns des autres, on peut supposer qu'ils se touchent même, formant ainsi le noyau de l'atome. À des distances incomparablement plus grandes que la taille du noyau, les électrons tournent, formant déjà l'atome entier. Les poids du proton et du neutron sont approximativement égaux, et le poids de l'électron est environ 1000 fois plus léger que le poids du proton. Et donc les électrons tournent autour du noyau. Les protons sont repoussés les uns des autres, les électrons se repoussent également, tandis qu'une paire d'électrons est attirée par un proton et un neutron est neutre. Les forces électriques en sont responsables et, à des distances atomiques, elles dépassent de loin les forces gravitationnelles. Il est généralement admis que les protons sont chargés positivement, +1, et les électrons sont négativement, -1. Ce sont ces forces électriques d'attraction entre électrons et protons qui retiennent les électrons autour du noyau, sinon ils se disperseraient. Eh bien, passons maintenant à la chimie elle-même. Comment les atomes diffèrent, ce qui affecte leurs propriétés, comment ils interagissent les uns avec les autres, etc. Commençons par le tableau périodique. La figure montre les paramètres de l'atome d'oxygène. Étudions-le progressivement, et donc la chimie inorganique. Un atome est constitué d'un noyau et des électrons tournant autour de lui. Dans un atome, le nombre de protons est à peu près égal au nombre de neutrons et le nombre d'électrons est strictement égal au nombre de protons. Prenons par exemple l'atome de lithium. Comme on peut le voir dans le tableau périodique, il est désigné par le symbole Li. Son numéro de série est 3. Et sa masse atomique relative égale 6,941. Si vous arrondissez à 7, qu'est-ce que cela signifie, et ensuite quoi? Le nombre ordinal, probablement le paramètre le plus important d'un atome, détermine de quel atome il s'agit. Dans notre cas, le numéro de série est de 3. Cela signifie qu'il y a 3 protons dans le noyau. La masse atomique est de 7. Montre la somme du nombre de protons et de neutrons. La masse d'un proton ou neutron en grammes est très petite et il n'est pas pratique de l'utiliser dans les calculs, par conséquent. Ils ont commencé à utiliser des unités atomiques, ou un A. Autrement dit, où la masse atomique est approximativement égale au poids d'un proton ou d'un neutron. Et donc, c'est le nombre de protons dans le noyau qui détermine de quel type d'atome il s'agit, par exemple, l'hydrogène, l'oxygène, le fer ou autre chose. Nous allons plus loin. Commençons par le premier élément du tableau périodique. Hydrogène. On voit qu'il n'a qu'un seul proton dans son noyau. Et comme il en découle, un électron doit nécessairement tourner autour de lui. Je vous rappelle que le nombre d'électrons doit être égal au nombre de protons pour que les charges électriques soient équilibrées, c'est-à-dire le total L. La charge était de 0. Dans l'image de gauche, est un atome d'hydrogène, et à droite, un atome d'hélium. Allons plus loin, dans la figure de droite, on voit qu'il y a 2 protons et 2 neutrons dans le noyau d'hélium, et comme il a 2 protons, cela signifie que 2 électrons doivent tourner autour de son noyau. Allons encore plus loin dans le tableau périodique, c'est l'atome de lithium Li déjà familier.
on voit que le noyau de lithium est constitué de 3 protons et 4 neutrons, et il y a 3 protons, puis 3 électrons devraient tourner autour du noyau. Dans la figure de gauche, nous voyons que 3 électrons tournent en fait autour du noyau de lithium, mais faites attention au fait que, contrairement aux atomes d'hydrogène et d'hélium, où les électrons tournent dans une seule, la première orbite, le troisième électron de lithium tourne sur une nouvelle orbite, dont le rayon est déjà différent du rayon de la première orbite, et il est important de le savoir. Sur certaines orbites, un certain nombre d'électrons peuvent tourner, plus précisément, on peut dire que pour une certaine orbite, est sa valeur maximale du nombre d'électrons. Selon l'élément, c'est-à-dire l'atome, il peut être rempli jusqu'à cette valeur maximale ou non. Regardons la deuxième ligne du tableau périodique. On voit que le lithium a un électron dans la seconde orbite. À il y a 2. Bien qu'il y ait 8 sièges, étant donné que pas plus de 2 électrons peuvent tourner dans la première orbite, troisième électron de lithium tourne déjà dans la deuxième orbite. Dans la troisième orbite, 8 électrons de plus peuvent tourner, et le quatrième, jusqu'à 18, etc. Le tableau périodique montre que l'atome de lithium, la deuxième coquille n'est pas remplie. Il y a jusqu'à 8 endroits, et un seul électron tourne, et le néon A. Les 8 places de la seconde orbite sont remplies. L'élément suivant, le sodium. Le suivant, déjà le 11e électron, tourne déjà sur la troisième orbite, etc. Sur la figure, schématiquement, les nombres indiquent que le nombre d'électrons possibles sur les orbites est 2, 8, 8, 18, etc. Maintenant, la chose la plus importante et la plus intéressante en chimie. Pour être plus clair, je vais répéter certaines choses encore et encore. Quelles sont ces orbites, et pourquoi exactement 2, 8, 8, 18 lieux, d'où viennent-elles, qui les a inventées? Maintenant, nous allons traiter de cela, en même temps et reconnaître les bases de la chimie. Et donc, encore une fois, un atome est constitué d'un noyau, à l'intérieur duquel des protons et des neutrons, et autour de ce noyau, des électrons tournent. Ces électrons ne tournent pas au hasard, mais sur certaines orbites, avec leur rayon de rotation, et c'est pour tous les atomes, sans exception. La première orbite peut avoir un maximum de 2 électrons. Le deuxième 8, le troisième 8, le quatrième 18, etc. Je me répète exprès, car c'est très important. Vous pouvez vous demander pourquoi il y en a exactement 2 sur la première orbite, 8 sur la seconde, etc. Je dirais ceci. Personne ne sait que c'est un sacrement inconnu, comme, disons, pourquoi une personne a exactement 2 yeux, un nez, 5 doigts. Simplement un créateur, pour les croyants c'est Dieu. Mais pour les incroyants c'est la nature, donc notre monde a été créé. Enfin, essayons, à travers des analogies, des similitudes et des comparaisons, de comprendre l'essence des réactions chimiques. Par exemple, 2H2 plus O2 égale 2H2O. Ou 2 sodium plus chlore 2 s'avère 2 chlore de sodium. Jetons un coup d'œil à l'atome de sodium. Comme vous pouvez le voir dans le tableau périodique, le sodium a le numéro ordinal 11. Signifie qu'il y a 11 protons dans le noyau. Masse atomique ou poids atomique environ 23. Signifie dans le noyau la somme des nombres de protons et de neutrons égale 23, et des races de 11 protons, ce qui signifie que 11 électrons tournent autour du noyau. Comme vous vous en doutez, les 2 premiers électrons de sodium sont situés dans la première orbite. Le reste des électrons n'y a pas de place, puisque le créateur n'a créé que 2 places dans la première orbite,
et sur les deuxième et troisième orbites, 8 chacune. Donc les 8 électrons suivants tournent déjà dans la seconde orbite, et que déjà 10 électrons ont trouvé leur place et y tournent, et le 11e électron devra être situé sur la troisième orbite. Notez que dans la troisième orbite, il y a 7 autres lacunes, et le sodium n'a pas assez d'électrons pour les remplir. C'est important, cela affecte les propriétés du sodium. Dans l'image de droite, un atome de chlore. Comme nous pouvons le voir dans le tableau périodique, il contient 17 protons et 17 électrons. Ces électrons doivent être situés comme suit 2 pièces dans la première orbite, 8 pour le second, et les 7 restants dans la troisième orbite. Veuillez noter que pour remplir la troisième orbite, il ne manque qu'un électron au chlore, ceci est également important. Maintenant, essayons de passer à la façon de penser de l'atome, bien sûr entre guillemets. Nous regardons le tableau périodique. Nous regardons de près les lignes, de gauche à droite. Première rangée, un atome d'hydrogène, puis un atome d'hélium. La deuxième rangée commence par un atome de lithium qui nous est déjà familier, et se termine par un néon. Troisième rangée, commence par le sodium, et se termine par de l'argon, etc. À quoi devriez-vous prêter une attention particulière? Sur une colonne d'hélium. L'AIL, ne, arrêt. Ceci est une colonne spéciale, les éléments de cette colonne. Toutes les couches d'électrons sont remplies d'électrons à la valeur maximale possible. Rappelez-vous 2, 8, 8, 18. Si le sodium en a un sur la troisième orbite, comme un électron supplémentaire, et le chlore n'en a qu'un et ne suffit pas pour remplir l'orbite, puis les atomes de la colonne d'hélium, ça va avec ça, donc ils sont inertes, ne réagissent avec personne, pas de salut à personne, pas d'au revoir, ils ont toutes leurs orbites remplies, ils sont calmes, et apparemment, heureux. C'est là que la tendance du comportement des atomes est juste avoir des orbites remplies. Comme si tous les atomes s'efforçaient ou se débarrassaient d'électrons supplémentaires, comme par exemple dans le sodium. Il abandonne un électron supplémentaire de la troisième orbite, il a déjà 2 orbites, mais pour celui rempli au maximum, ou compléter l'électron manquant, comme le chlore, afin que sa troisième orbite soit remplie. Et ainsi, les atomes ont tendance à avoir des orbites remplies. Et comment se comportent les atomes au centre de la rangée? Comme l'azote, le phosphore etc. Très brièvement, ils se comportent de cette façon et cela, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner et recevoir des électrons. Bref, ce ne sont ni du poisson ni de la viande. Pour comprendre et retenir facilement cela, comparons cela à l'analogie de ce qui suit. Disons que vous avez décidé de jeter de l'argent sur votre carte Visa, et disons $99 dans votre poche. 90% de la probabilité que vous emprunteriez un autre dollar à un ami et que $100 seraient jetés de la carte, et si vous aviez, par exemple, $103 en poche. Puis 99% de ce que vous auriez laissé $3 dans votre poche et remettre $100 sur la carte. Une personne a une sorte de propriété d'arrondi. Donc, les atomes ont quelque chose de similaire. Mais seulement si une personne arrondit à 10, à 100, à 1000, alors l'atome a tendance à arrondir ses orbites à 2. Dans la première orbite, jusqu'à 8. Dans la deuxième orbite, 8 autres. Dans la troisième orbite, jusqu'à 18 dans la quatrième, etc. Il semble que ce soit précisément la philosophie du comportement des atomes, dont procèdent les réactions chimiques. Jetons un autre regard sur la structure des atomes de sodium et de chlore. Faisons une autre comparaison avec le comportement humain dans la vie. Comme nous pouvons le voir clairement sur la figure,
Il n'y a qu'un seul électron dans la troisième orbite de sodium, bien qu'il y en ait jusqu'à 8 places. Si l'on compare la troisième orbite avec un appartement de 8 pièces, il sort comme un électron, occupe toutes ces 8 chambres, et comme si cet électron est tourmenté par la conscience, comment se fait-il qu'il y ait tant de sans-abri dans le monde, tant de personnes affamées, et moi à elle seule? J'occupe 8 chambres. Et puis il a une noble envie de quitter cet appartement, c'est-à-dire quitter cette orbite. Mais il ne peut pas faire cela, car il équilibre la charge électrique de l'atome. S'il quitte l'orbite, l'atome deviendra chargé électriquement, c'est-à-dire un ion. Bien, au sens figuré agité. Laissons un instant l'atome de sodium et passons à l'atome de chlore et à sa façon de penser. Il ne manque qu'un seul électron sur la troisième coquille. Et il pense que c'est dommage, une seule chose ne suffit pas pour un bonheur complet, et d'où l'obtenir. Imaginez maintenant qu'il y ait des atomes de sodium et de chlore. Le sodium a un électron supplémentaire, et le chlore n'en manque qu'un. Cela soulève l'idée, pourquoi ne pas donner au sodium son électron supplémentaire au chlore, qui a juste hâte de le récupérer. Mais si le chlore ne prend que cet électron, alors les deux atomes deviendront des ions chargés électriquement. Le sodium est positif, le chlore est négatif, ce qui ne peut pas être fait selon la loi du Créateur. Ensuite, il y a un moyen de sortir, cet électron tournera autour du noyau de chlore. Mais comme l'atome de sodium est devenu chargé positivement et que l'atome de chlore est négatif, ils sont attirés par la molécule de chlore de sodium, et la charge totale, déjà de la molécule, sera neutre, c'est-à-dire qu'elle sera égale à 0. Cette liaison est dite ionique, car les atomes de sodium et de chlore attirent et forment une molécule. Grâce aux forces électroniques, une telle liaison est caractéristique entre les atomes de la première colonne du tableau périodique qui, j'ai hâte de se débarrasser de l'électron supplémentaire et des atomes qui se trouvent dans la colonne à côté de la colonne d'hélium, qui a hâte de récupérer l'électron manquant. Ceci est une réaction chimique. 2 sodium plus chlore 2 équivaut à 2 chlore de sodium. Mais pourquoi, le sodium plus chlore ne se transforme-t-il pas en chlore de sodium? Parce que le chlore n'existe pas dans la nature en tant qu'atome de chlore, mais en tant que molécule de chlore 2. Le reste est arithmétique, le nombre d'atomes avant la réaction doit être égal au nombre d'atomes après la réaction, et c'est compréhensible, où vont-ils? Ainsi, une molécule de chlore de sodium est obtenue, que nous connaissons sous le nom de sel ordinaire. C'est l'essence de la réaction chimique. Oui, j'ai aussi oublié de dire que cette capacité d'un atome à donner ou à recevoir des électrons s'appelle valence. De plus, la valence d'un atome qui donne un électron est considérée comme positive. Disons que le sodium donne un électron. Donc sa valence est plus 1, et l'oxygène peut prendre 2 électrons. En conséquence, sa valence égale -2. Nous avons donc compris les bases de la chimie inorganique, comme, ils ont compris ce qui est quoi, comment les réactions chimiques se déroulent. Notez que sans le tableau périodique, et ni ici ni là, c'est notre carte principale de la chimie. Et à la fin, ayons seulement le tableau périodique devant nous, écrivons nous-mêmes la réaction, disons H plus O. Un petit indice, l'hydrogène et l'oxygène existent dans la nature sous la forme de molécules H2 et O2. Mais c'est déjà pour le calcul des coefficients de réaction finaux, uniquement pour l'arithmétique. Pour le comprendre et écrire correctement la réaction, vous devez regarder le tableau périodique de la même manière que précédemment, dans l'exemple du chlore de sodium. Et devinez quoi?
Essayez d'arrêter le didacticiel vidéo et écrivez vous-même cette réaction. Pour ceux qui n'ont pas réussi, ouvrez le tableau périodique et regardez. Hydrogène H est dans la première colonne, un électron en orbite, et il y a 2 endroits sur cette orbite. Il peut donc le donner au grand public. Regardons l'oxygène, il a un numéro de série 8, donc il a 8 protons, et 8 électrons. On se souvient que le créateur dans la première orbite créait seulement 2 lieux, et dans la deuxième orbite 8. Par conséquent, les 2 premiers électrons tournent dans la première orbite, les 6 restants au second. Et donc dans la seconde orbite, il y a 8 places, et il y a 6. Notre oxygène, pour un bonheur complet, doit soit donner tous ces 6 électrons, soit récupérer ces 2 électrons manquants de quelque part. Il est clairement plus facile d'obtenir et d'accepter 2 électrons que d'en donner jusqu'à 6. Nous pouvons donc dire que la valence de l'oxygène est 2, pas plus 6. Eh bien, maintenant, ce n'est pas difficile à deviner, car l'hydrogène ne peut donner qu'un seul électron, et l'oxygène peut prendre 2 électrons, puis chaque atome d'oxygène. C'est-à-dire que nous obtenons H2O, l'eau la plus ordinaire. Mais ici il est important de savoir qu'entre guillemets, un électron supplémentaire d'hydrogène ne tournera pas autour de l'atome d'oxygène, comme dans le cas du NaCl, et autour des 2 atomes, comme dans le riz à droite tout en haut. Une telle liaison, contrairement à l'ionique, est appelée covalente. Au sommet de la réaction, montrée non pas par des symboles, mais visuellement par des atomes. En fait, c'est ainsi que se déroule la réaction. 2 plus O égale H2O, c'est-à-dire que 2 atomes H réagissent avec un atome d'oxygène et une molécule d'eau est déjà obtenue. Mais puisque dans la nature, l'hydrogène et l'oxygène existent sous forme de molécules H2 et O2, puis l'étape suivante consiste à écrire, comme si l'on en tenait compte, H2 plus O2 égale H2O, c'est-à-dire que des molécules d'hydrogène et d'oxygène entrent dans la réaction, en conséquence une molécule d'eau est obtenue. Et enfin, pour que tout soit correct, et que l'arithmétique soit correcte, c'est-à-dire que le nombre d'atomes avant et après la réaction est égal, nous passons déjà à l'arithmétique et nous obtenons enfin 2H2 plus O2 égale 2H2O. C'est la fin du conte de fées. Maintenant que vous connaissez tous les mystères de base de la chimie, j'espère maintenant que vous avez vu tout cela de vos propres yeux. Comme dans un film, sans trop de difficultés, indépendamment et facilement, vous comprendrez les leçons de chimie. Bye bye.